Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour le live 10 sur 10 de Bibliothèques sans frontières. Je m'appelle Mu Cheng Pech et je suis la directrice éducation de l'ONG Bibliothèques sans frontières. Et comme tous les matins, depuis le début du confinement, nous vous proposons de découvrir des initiatives qui ont été mises en œuvre pour permettre à l'ensemble de la population française de continuer à rêver, à créer, à explorer, à apprendre durant ce temps de confinement. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Julien Bussy. Julien qui est bibliothécaire, mais aussi comédien et écrivain, et qui est le coordinateur et le fondateur d'une initiative qui s'appelle Bibliophile. Merci beaucoup, Julien, d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous, bonjour. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est effectivement de découvrir cette belle initiative qui a été mise en place par Julien pendant le confinement. Vous retrouverez bien sûr cette vidéo pour celles et ceux qui nous rejoindront en cours de route sur la page Facebook de Bibliothèques sans frontières, ainsi que sur notre site internet. Et pour celles et ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, nous ne manquerons pas de relayer l'initiative sur notre site, notre bibliothèque numérique que nous avons créée pour cette période de confinement. Et vous retrouverez également toutes les références, tous les liens que Julien pourra vous montrer et citer dans les commentaires de ce live. Donc sans plus tarder, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on essaye de suivre Julien dans cette belle initiative qu'il a lancée pour le confinement. Julien, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce beau projet Bibliophile et ce qui vous a poussé à le créer? Alors, bibliophile, oui, c'est une aventure. C'est difficile à déterminer si c'est un projet, une initiative. Enfin, c'est tout ça à la fois. C'est né d'une envie dès l'annonce du confinement de trouver quelque chose, un moyen de maintenir un lien, un fil, d'où le titre bibliophile, grâce aux mots, par les mots, tout en étant confiné, en réfléchissant voilà, aux mots qui pour moi sont importants, des mots, des extraits, des poèmes que j'aime, que je porte en moi depuis des années, que j'ai lus à des Mhm. quantités de public. Et je me dis, ces mots, ils sont tellement puissants, ils sont tellement beaux, il faut qu'on puisse les partager d'une manière ou d'une autre. J'ai exclu d'emblée le live parce que je me suis dit que alors, je suis pas liveophobe, mais je pense que il fallait mettre de l'intime. Alors que le live, Mhm. c'est Ouais. pas l'endroit de l'intime, c'est un endroit qui se partage, c'est un endroit qui devient entre guillemets public, ou en tout cas qui peut se partager à une communauté. Euh, et donc voilà, j'ai pensé très vite aux lectures au téléphone. C'est pas une idée qui est du tout originale en soi, puisque ça, c'est quelque chose qui existe depuis déjà un moment. J'en avais entendu parler même en Italie pendant le confinement que des bibliothèques Mhm. avaient lancé cette initiative. Euh, voilà, puis après, bah, ça a gambergé assez vite en me disant, voilà, techniquement, quelle forme ça pourrait prendre, comment ça pourrait s'organiser. C'était évident que j'allais le proposer à, à plein de comédiens avec lesquels je travaille depuis des années, puisque mon parcours, il démarre plutôt dans le spectacle vivant pour arriver jusqu'à la lecture publique. Donc j'ai dirigé deux compagnies de théâtre à Marseille et j'en dirige toujours une à Lille qui s'appelle Home Théâtre, qui est Mhm. les deux dans leur ADN artistique avaient vraiment la lecture à voix haute au centre de leur projet, de leur démarche. Donc j'ai toujours été passionné par ce format en fait, qui permet plein de choses. On peut associer les mots avec de la musique, on a fait des lectures avec des peintres. Enfin, c'est un format qui est très libre, qui est léger. Économiquement aussi, ça nous permettait de proposer des petites formes avec que un ou deux Mhm. comédiens pour des bibliothèques qui n'avaient pas forcément voilà, des moyens très importants. On connaît l'économie des bibliothèques qui est plutôt en plus en diminution. Donc voilà, ma réflexion c'était de se dire bah, comment on peut porter notre amour des mots, notre passion des mots, y compris à des publics qui sont éloignés. Ça peut être aussi bien dans des contextes urbains difficiles que Mhm. que des zones rurales. Donc il faut s'adapter finalement à, au contexte aussi économique. Donc il faut penser légèreté, il faut penser petite forme, il faut penser que parfois même un comédien, un bon lecteur, avec des mots qui sont forts, ça peut déjà faire un très beau moment, une très belle rencontre, quoi. Donc je divague un petit peu, mais je parle déjà de mon amour de la lecture en fait. Mais c'est de là que c'est parti. Et donc d'abord choisir quel texte. La Mhm. réflexion c'est quel texte serait important d'entendre aujourd'hui, quel texte pourrait faire du bien, pourrait
pacifier, avoir un effet bienveillant, bienfaisant. Euh, alors, et j'ai pensé à de la littérature de voyage, des choses qui font voyager justement puisqu'on est confiné. J'ai pensé à des poèmes qui, moi, quand je les écoute, ils me font vraiment du bien et d'emblée, ils me projettent, ils m'emmènent ailleurs. Donc, penser à des textes, penser à des personnes qui pourraient les porter et les dire. Et puis voilà, j'ai lancé un appel auprès de mes amis comédiens et comédiennes, et voilà, qui est partant, etc. Puis voilà, très vite, au début, on était 7-8. Mhm. Il y a eu un petit temps de développement web qu'il s'avère que je sais faire, donc sur mon blog, j'ai rajouté une page et surtout un module qui permet de réserver en quelques clics une lecture. Euh, et puis ça s'est mis en place. Donc je crois le 23 mars, on avait déjà nos premières lectures. Euh, et donc attenant à cette page qui permet de présenter le projet et de réserver une lecture, il y a une page Facebook qui permet d'alimenter une espèce de communauté de lecteurs et d'auditeurs qui ont été mis en Mhm. lien grâce à ces lectures. Et donc, à tour de rôle, je présente les lecteurs qui permettent de faire vivre ce projet parce qu'aujourd'hui, D'accord. on est 19. Ce sont des lecteurs qui sont un peu partout en France. Il y a des lecteurs à Lille, à Paris, à Lyon, à Marseille. On a une lectrice à Tournai en Belgique. On en a une aussi à Barcelone. Et puis, je publie aussi les messages du public. Mhm. L'idée aussi, c'est d'inciter à une certaine réciprocité, c'est-à-dire de la mesure où nous, l'appellation qu'on propose, ce sont des lectures offertes, c'est-à-dire qu'on offre, parce que ça repose, j'ai pas trouvé d'économie en un temps record comme ça pour pouvoir rémunérer toute une équipe artistique, etc. Donc ça repose sur le don, le bénévolat de ces comédiens qui normalement sont professionnels, il faut quand même le préciser. Donc forcément, c'est un projet qui est provisoire, éphémère, qui ne pourra pas se pérenniser, puisque ce sont voilà, des professionnels qui habituellement sont payés pour ce travail. Donc là, ils ont accepté, enfin certains, la plupart ont accepté, joué le jeu en se disant que de toute manière ils étaient confinés, puis ils ne pouvaient pas continuer leur activité Ouais. professionnelle habituelle. Et puis, bon, on pourra en parler après, mais pour certains, ça a pris même un sens particulier, ça a donné un sens à leur confinement pour certains, cette activité. Là, je m'égare. Je parlais des comédiens, voilà, la mise en route, la page Facebook, et effectivement, je voulais en venir à la réciprocité, en fait, c'est-à-dire on offre ça, ce service qui est gratuit. C'est des courtes lectures qui durent 3, 4, 5 minutes. Mais l'appel, enfin le temps pour un comédien, ce sera à chaque fois 10 minutes. Pour chaque personne, ça va. On va consacrer 10 minutes à une personne, en fait. Le temps qu'on l'appelle, qu'on l'amène à l'écoute, parce que c'est pas juste on décroche et on lit le texte. Il y a un petit protocole pour vérifier que la personne est bien installée, qu'elle nous entend Mhm. bien, etc. Après, on amène les mots. Et après, il y a encore un petit temps d'échange à la fin. Donc voilà, tout ça nous amène à 6, 7, voire 8 minutes. Et puis le comédien, il a à peine 2 minutes pour souffler, puis enchaîner un appel. Donc quand même, ça enchaîne pas mal. Et l'idée en retour, c'est que les gens, on leur demande de nous écrire un petit mot. Mhm. Justement, comme il y a eu ce don, on leur dit, bah voilà, si ça vous a plu, si ça vous a touché, si c'est une expérience que vous avez appréciée, on vous encourage à écrire un petit mot à l'équipe qui participe bénévolement à ce projet. Soit vous pouvez nous envoyer un mail, soit vous pouvez directement aller sur la page Facebook et poster un commentaire ou rédiger un avis, une recommandation, etc. Et du coup, ça permet, nous, ce qui nous plaît, c'est ce va-et-vient. C'est-à-dire qu'il y a eu des mots qui ont été offerts au public, et puis il y a d'autres mots qu'on reçoit, et c'est ça justement le sens de Bibliophile, c'est que c'est dans les deux sens. Il y a des mots ont été donnés, et on reçoit d'autres mots de la part du public. Et Julien, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on fait pour bénéficier d'une lecture et comment ça se passe? Alors c'est assez simple. Alors du coup, je peux peut-être faire une petite démo sur le site. Super. Hop, je vais partager mon écran. Hop, donc. Donc il faut se rendre sur cette page, donc littoral.fr, il y a un tiret entre le deuxième T et le O. Donc c'est un diminutif de littérature orale en fait. Parce que c'est vraiment, voilà, ça c'est mon blog, on va dire, d'auteur, hein, où je concentre des écrits, je présente un petit peu ma bio, ce que j'ai publié. Enfin, j'ai peu publié parce que moi je suis plutôt dans l'oralité. Je dis plus que je publie. Euh, et donc c'est sur ce blog qui est publié, hébergé, on va dire, le projet Bibliophile.
Donc il suffit de rajouter à la fin de la page de l'adresse biblio-fil. On arrive sur cette page. Il y a une présentation, donc c'est un système d'onglets qu'on peut ouvrir, etc. Donc on explique qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment ça marche. Ici, c'est important de lire ces différents onglets parce qu'on peut à la fois s'offrir une lecture pour soi, voilà, on peut offrir aussi pour un proche, et c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus. C'est peut-être c'est ce qu'on fait de plus, il me semble, depuis ces derniers jours. Donc c'est vraiment, bah, je vais offrir une lecture à ma maman ou à ma copine ou à ma sœur ou à ma grand-mère, etc. Peu importe. Euh, et il y a différents champs dans un formulaire qui permettent de dire que cette lecture sera adressée à, puis on met le prénom, de la part d'eux, puis on dit qui on est. Et les gens souvent nous mettent aussi une petite dédicace, donc c'est assez marrant. Depuis peu, on a des réservations groupées qui nous arrivent, ce qui est notamment d'enseignants. Donc ça peut être beaucoup plus lourd pour nous puisqu'pour l'instant, ça reste minoritaire, hein. On a eu deux, trois enseignants. Mais bon, une classe entière, ça fait déjà 30 lectures à assurer. Donc dans ces cas-là, on demande que les gens ne passent pas par le formulaire, nous contactent par mail. Il y a un mail ici, hein, bibliofil2020yahoo.com. Comme ça, on prend les réservations, on demande à l'enseignant de récupérer tous les numéros, les prénoms, etc. Et puis des propositions de créneaux, c'est nous qui dans ce cas-là, gérons les réservations pour les lisser sur plusieurs jours, pour pas qu'il y ait d'un coup 30 lectures bloquées sur une journée, sinon ça empêcherait le public de pouvoir réserver certains jours. Donc pour réserver, donc après là j'ai mis une petite vidéo pour expliquer bah, la vidéo, je vais vous la faire en live, hein. Je vais vous montrer comment cliquer. Et puis on a mis une petite foire aux questions, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de petites questions qui reviennent, qu'on reçoit par mail, donc on les a mises ici. Au départ, les gens avaient un petit peu de méfiance en disant bah, pourquoi, qu'est-ce que vous allez faire de mon numéro, pourquoi c'est gratuit. Je pense voilà, il y a certaines personnes qui pouvaient avoir une certaine méfiance vis-à-vis du projet, de la démarche en fait. Pourquoi on m'appelle gratuitement, pourquoi vous m'offrez ça gratuitement. Bah donc voilà, je peux déjà répondre à ces. Je pense que j'y ai déjà répondu. Pourquoi on fait ça gratuitement? Parce que pour nous c'est important et c'est le sens du projet. Le numéro, bah, on en a besoin, sinon on ne peut pas vous appeler. On n'en fera rien du tout. À la fin du projet, ces informations personnelles seront détruites, enfin ne seront pas gardées en tout cas. Et puis, bah, en fait, c'est venu. Donc il a fallu quand même, je dirais bien 10 jours avant que la dynamique prenne. Et en fait, c'est par recommandation que ça s'est fait. Il a suffi, voilà, de 10, 15, 20 personnes qui disent c'est super, tu devrais essayer, etc. Et puis hop, ça a vraiment pris à ce moment-là. Voilà, donc il y a une petite foire aux questions tout en bas. Et puis il y a aussi quelques recommandations sur bah, comment s'y préparer. Enfin, il y a pas vraiment de préparation, hein, mais c'est juste, par exemple, de bien veiller à être disponible le jour J à l'heure dite pour recevoir l'appel qui se fait en numéro masqué, pour que les comédiens ne révèlent pas leur numéro de téléphone. Si c'est pour un proche, c'est hyper important de le prévenir parce qu'on a quand même depuis quelques jours un certain nombre de lapins, parce que ce sont des personnes qui ont oublié de prévenir leurs proches qu'ils recevraient un appel en numéro masqué. Donc vous et moi, si on recevait un numéro masqué, ben on répond pas forcément. Donc du coup, on a un certain nombre d'appels qui n'aboutissent pas forcément. Donc c'est très important de suivre ces recommandations pour que les lecteurs n'aient pas trop d'appels ratés entre guillemets, de rendez-vous manqués. Et donc pour réserver, il suffit de cliquer sur le bouton rouge sur le côté, réserver en ligne. Je vais lancer le truc, ça prend deux secondes. Voilà. On arrive à des onglets avec un menu déroulant en fait. Il y a deux types de lectures. Il y a des lectures pour les adultes et des lectures pour les enfants. Et il y a deux zones géographiques qui sont couvertes, en France hexagonale et en Martinique et Guadeloupe. Donc il faut choisir déjà la zone géographique où l'on réside. Donc je sais pas, par exemple Martinique, Guadeloupe, et je veux une lecture pour parents-enfants. Et donc il y a deux types donc, de lectures, des lectures pour les adultes et des lectures parents-enfants, sachant que les lectures parents-enfants, ce sont vraiment des lectures qui se font en famille. On ne souhaite pas, on souhaite qu'un adulte soit présent à proximité avec l'enfant ou les enfants. Donc c'est une lecture qui se fait avec le haut-parleur du téléphone. Donc par exemple, je vais prendre une lecture parents-enfants en Martinique. Je clique sur l'onglet, j'ai un menu déroulant et là je vais avoir des intitulés
des intitulés de lecture. C'est assez vague, c'est assez énigmatique. On ne met pas le titre des œuvres ni des auteurs parce que ça fait partie de la démarche. On veut que les gens soient surpris par ce qu'ils vont entendre. Donc, il faut se laisser guider par la curiosité. Qu'est-ce que je vais entendre? Qu'est-ce qu'il y aura à l'autre bout du fil? On met quand même un petit titre qui donne un indice. Euh, voilà. Et puis un sous-titre qui thématise, qui donne un petit peu une information, un indice sur ce que ça pourrait être. Donc toc toc, entrée par exemple, et si on allait dehors, là où les mots et les fleurs peuvent pousser et éclore. Bon, par exemple, on prend cette lecture, on clique. Alors ici, on demande aux gens de cliquer dans le petit cadre pour qu'ils lisent le texte. Bon, après, ils sont pas obligés de le faire, ils peuvent faire étape suivante. Ça redit l'importance de prévenir mon proche si je m'engage enfin, si je veux lui offrir une lecture, donc je m'engage à le prévenir, à lui dire que ce sera une lecture et pas une surprise, parce que ça aussi, ça nous arrive, les gens préviennent leurs proches en disant tu verras, c'est une surprise, mais ça nous met aussi en difficulté parce que parfois les gens ne comprennent pas qui on est, pourquoi on fait ça, mais une lecture, je n'étais pas au courant, voilà. Donc c'est vraiment important si vous faites cette démarche d'aller au bout de non, on n'est pas des cadeaux surprises quoi. On peut pas ne pas prévenir son proche jusqu'au bout en lui disant précisément de quoi il s'agit, en l'occurrence une lecture téléphonée qui est offerte et qui sera faite par un comédien ou une comédienne. Donc voilà, donc ça c'est juste un petit cadre pour dire en gros lisez-moi. Ensuite on arrive au calendrier. Bon là, bon, on va choisir, je sais pas, par exemple mercredi. Chaque jour, voilà, il y a différents créneaux. Il y a des lectures qui sont proposées de 10h à 21h du soir. À 21h, pardon. Donc on choisit l'heure qui nous va. Euh, Plus on va aller dans le temps, plus on aura plus de créneaux disponibles. Donc, par exemple, je vais prendre 16h10, jeudi 30. Voilà. Et là, on arrive dans le fameux formulaire qui est très important de remplir, de bien lire pour pas se tromper et que les lecteurs aient toutes les informations nécessaires pour faire les appels. Donc en premier, on indique le prénom de la personne qui va recevoir l'appel, donc du destinataire de l'appel. Donc par exemple, si je veux envoyer une lecture à ma grand-mère, je vais mettre le nom de ma grand-mère. Juste en dessous, je vais mettre l'email de cette personne qui est destinataire, puisque on utilise un logiciel qui en fait permet d'envoyer des notifications automatiques à la personne. Donc 6 heures avant l'appel, la personne recevra un mail en lui disant, ben voilà, vous allez recevoir un appel. C'est aussi pour s'assurer de limiter les ratés, les lapins, pour que l'équipe soit jusqu'au bout partante et enthousiaste dans ce projet. Et à la fin, on indique le prénom de la personne qui a fait la réservation. Donc là, en l'occurrence, moi. Ça permet d'indiquer, par exemple, à ma grand-mère que c'est bien moi, son petit-fils, qui lui offre cette lecture. Et je peux à cet endroit-là mettre une dédicace pour ma grand-mère chérie, etc. Peu importe. Et à la fin, je mets mon propre mail puisque parfois il y a des gens qui s'en mêlent dans les pinceaux, donc on est obligé de les contacter en disant écoutez là c'est pas le bon numéro, ou alors vous avez, enfin voilà, il y a parfois des gens voilà, qui ne remplissent pas correctement les champs. Donc là on fait une démarche un peu personnalisée, où on va écrire à la personne par un mail pour lui demander des précisions. Voilà, il suffit de remplir tout ça, faire enregistrer, continuer, on vérifie toutes les informations, on clique sur confirmer et c'est parti. Voilà, je vais revenir dans. Voilà. Merci beaucoup, Julien, pour cette démonstration et pour tous ces rappels importants. Effectivement, c'est une initiative bénévole qui requiert la participation de comédiens professionnels et qui est une très très belle initiative. Et malheureusement, vous êtes parfois un peu dépassé par, en tout cas très très sollicité par les demandes Ouais, et des demandes qui parfois ne sont pas toujours honorées. Donc, c'est aussi important de rappeler un petit peu les les règles. règles. Ouais, c'est ça, c'est les règles. Ouais. Effectivement, le projet a eu un succès, mais vraiment Mhm. exponentiel, en fait, presque viral, en fait. Vous Et en êtes à combien de lectures par jour en ce moment? là, on est en moyenne à 45 lectures par jour, et il y a Ouais, des pics où on est à 72 lectures par jour, comme certains jours, comme le samedi, le dimanche. ouais, Euh, ce qui est quand même beaucoup, en fait. Et il y a au bien sûr. moins 6 ou 7 lecteurs par jour qui assurent Mhm. on fait quasiment 8 à 9 heures de lecture par jour. En relais, voilà, aucun lecteur ne fait plus d'une heure et demie de lecture en continu, mais c'est quand même beaucoup en fait. Mhm. Euh, Absolument.
Et mine de rien, il y a une logistique derrière. Alors heureusement, on est plusieurs à assurer cette logistique, hein. Je ne suis pas tout seul parce que sinon, ça serait vraiment compliqué. Mais voilà, pour animer la page Facebook, pour gérer ces fameux rendez-vous, pour Oui. qu'ils aboutissent le plus souvent possible. euh, pour prévenir les collègues, pour intégrer de nouvelles personnes dans l'équipe, parce que bon, pendant un moment, on s'est dit, bah, on va suivre le développement du projet, puisqu'il y a beaucoup de demandes. Et moi, je Mhm. ne souhaitais en aucun cas que demander aux comédiens, bah, est-ce que vous pourriez lire deux fois plus, etc. Ça devait rester quelque chose qui soit de l'ordre du plaisir. Fallait pas que ça devienne quelque chose de trop prenant, de, de trop lourd. Voilà, il fallait vraiment conserver que le comédien et la comédienne aient du plaisir à faire ces lectures. Donc il Mhm. n'était pas question que, qu'en face la demande, enfin, se développant très fortement, on développe notre nombre de lectures. Donc on a associé progressivement d'autres comédiens, mais bon, ces comédiens, faut leur expliquer le projet, faut leur transmettre les textes, faut leur expliquer un peu comment ça marche. Il faut qu'ils se familiarisent avec le logiciel qu'on utilise pour la gestion des rendez-vous, qui n'est pas si évident. Voilà, donc c'est tout ça, heureusement, et maintenant il y a une équipe, on va dire, de 3 4 personnes qui est très solide et qui permet de faire que ce projet finalement tienne la route. Merci, merci beaucoup Julien d'avoir lancé ce beau projet. Dites-moi, vous nous parliez tout à l'heure de ce principe de réciprocité. Je pense que cette période de confinement met plus que jamais en évidence la nécessité de lien social, de partage aussi d'émotions, de ressentis, de vécu. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la façon dont cet aspect social prend sa place dans votre projet et en quoi cela est-il important pour les comédiens comme pour les récipiendaires de lecture? Ah bah, oui, le projet, il a nécessairement une dimension sociale, mais j'ai envie de dire qu'en quelque sorte, elle nous échappe, parce que Mhm. là, on ne peut plus, avec une telle démarche, travailler sur quelque chose d'assez fin, sur des géographies. Par exemple, on parle de géographie prioritaire en politique de la ville, de choses comme ça. Là, la géographie, elle est complètement éclatée, quoi. C'est-à-dire que potentiellement, tout le monde peut bénéficier de cette lecture. Donc j'aurais difficulté finalement à répondre à cette question, puisque j'aurais du mal par exemple à faire euh, pas des statistiques, mais essayer de dégager une typologie des personnes qui reçoivent ces Mhm. lectures, etc. Ça serait assez difficile. Bah, je peux dire qu'au début, j'étais un petit peu pas déçu, mais au début, il me semble que c'était beaucoup des professionnels de la profession qui ont joué le jeu, donc principalement des bibliothécaires, des gens voilà, qui aiment lire, qui sont des lecteurs assidus, qui sont des passionnés de littérature, etc. On le sentait au bout du fil, qu'il y avait une espèce d'enthousiasme, quoi. Ils avaient trouvé ça, ils étaient complètement dingues, ils disaient mais c'est génial, machin, et on le voyait parce que dès le lendemain, il recommandait une autre lecture, et puis très vite, ça devenait des personnes qui recommandaient Mhm. à d'autres personnes, etc. Donc au début, je disais, oula, ça risque peut-être de rester dans un entre-soi social et culturel. Et puis ça s'est élargi en fait. Euh, Ça s'est élargi progressivement, puisqu'il y a eu des relais d'information progressifs, notamment la ville de Dunkerque pour laquelle je travaille, a relayé sur sa page Facebook, a fait un Mhm. article. Et du coup, on sait que Facebook, c'est un réseau social qui a un impact assez fort, notamment dans les quartiers populaires. Et là, je crois que ça nous a permis vraiment d'élargir la typologie du public, quoi. Et on s'est retrouvé avec beaucoup plus, par exemple, de demandes de lecture familiale, Mhm. ce qu'on avait beaucoup moins au début. Mais en fait, c'est vrai que ça nous oblige à travailler un petit peu différemment, quoi. On peut pas, par exemple, quand on monte un projet en médiathèque, on se dit, ben, tiens, avec ce projet, on va essayer de cibler tel public, ou Ouais. telle catégorie de public, ou telle tranche d'âge, etc. Là, on doit renoncer à ça. On doit se dire que c'est ouvert à tout le monde, Mhm. euh, qu'on ne trie pas, on ne choisit pas. Il y a pas de physionomiste à l'entrée, tout le monde, tout le monde peut rentrer dans le projet. On ne sélectionne pas les personnes qui peuvent bénéficier de ce service, tout le monde peut en Mhm. bénéficier. La seule question qu'on est en train de se poser, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on modère un petit peu les enthousiasmes de certaines personnes qui réservent jusqu'à 30 ou 40 lectures pour leurs proches,
Et là, on se dit, mais ça prend une dimension presque consumériste qui nous dérange. C'est-à-dire que, et moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à ces attitudes ouais, un petit peu consommatrices de personnes qui disent ah c'est gratuit donc je me rue dessus quoi comme un buffet gratuit à volonté et là on se dit si ça développe ça oui ça alors heureusement c'est une toute petite minorité de personnes qui ont cette attitude là au sein des personnes qui commandent des lectures mais quand même, ça nous questionne. Ça veut dire que, bah, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que, pour l'instant, on modère pas. On n'a pas, on aurait pu, par exemple, se dire, on blacklist les gens comme ça, ils arrêtent de commander. Parce que, mine de rien, ça pose des questions. On se dit, bah oui, mais dans ce cas-là, ils empêchent plein d'autres personnes de pouvoir bénéficier Mhm. de cette initiative. Voilà. Donc, ça fait complètement partie des questions qu'on se pose au sein de l'équipe, entre nous, régulièrement. Parce qu'on a aussi la force de ce projet, elle repose sur une équipe qui est hyper forte, quoi, qui est hyper engagée, qui est hyper solidaire, Ouais. hyper créative, euh, qui est très investie, qui s'investit vraiment avec cœur dans ce projet. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne. D'une part, ce sont tous de bons comédiens et de bonnes comédiennes, Mhm. c'est-à-dire qui savent bien lire et donc offrir des mots de la meilleure façon qu'ils soient. Mais en plus, il y a au-delà de ça, il y a un investissement sincère, personnel dans le Oui. projet. Et donc, régulièrement, on a mis en place deux choses, en fait, un groupe privé sur Facebook qui est vraiment un relais d'échange, d'entraide entre lecteurs, parce que parfois on comprend pas certaines réservations, il nous manque des infos, Ouais. on se retrouve face à un cas un peu éthique, un petit peu compliqué, on est un peu en colère parce qu'on a enchaîné deux lapins, et puis on vient dire ah j'en ai marre, ça Mhm. fait deux lapins que j'ai eu ce matin, et puis tous les collègues viennent dire ah ça va, et puis on met une blague et puis ça repart. Euh, ou quelqu'un qui va dire un lecteur que c'est arrivé hier soir, une lectrice qui était très émue parce qu'une personne a pleuré au bout du fil. Bon, voilà, c'est un endroit où Mhm. on peut recueillir et cueillir ça entre nous. Donc il y a beaucoup, c'est-à-dire que cette solidarité qu'on peut offrir, ce geste bienveillant qu'on peut offrir au public, il nécessite qu'entre nous, on soit déjà bienveillant et Ouais. attentif. Pour prendre soin des autres, il faut prendre soin de nous aussi. Et donc c'est vraiment pour ça que cet espace a été pensé, prévu. Et on se fait aussi des visio-réunions par Zoom, donc c'est assez marrant de voir toutes nos bobines là sur cette mosaïque. On est facilement jusqu'à 12, 13 personnes qui s'affichent comme ça, et on se dit d'ailleurs que ce serait chouette de faire quelque chose de ça, une petite vidéo d'au Mhm. revoir justement avec toutes nos trombines. Et donc lors de ces réunions, eh ben, on échange sur ces questions. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère les personnes un peu problématiques qui abusent un petit peu du système parce qu'il est gratuit. Voilà. C'est typiquement le genre de questions dont on parle entre nous. Donc là, on a une réunion cet après-midi. On va discuter de la fin. Comment on termine? De la même manière qu'on a bien commencé, que le projet s'est développé, bah, il faut bien finir. Et dans le sens propre et figuré, bien finir, ça veut dire penser la fin pour que Oui. pour que ça soit une fin nette, une fin peut-être avec de la joie aussi, avec du panache. Enfin, je sais pas, on va y réfléchir, on va penser à quelque chose pour réussir la fin. Merci Julien. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, nous sommes en direct avec Julien Bussy, qui est comédien, écrivain, bibliothécaire et qui est aussi le coordinateur de ce projet qui s'appelle Bibliophile, qui permet à tout le monde d'offrir des lectures au bout du fil en cette période de confinement. Julien, tout à l'heure, vous nous parliez de la réflexion qui va derrière le choix des textes que vous Mhm. lisez au téléphone. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Quel type de texte, comment le choix se Ouais. fait? Je me vois en saccadé, mais donc si vous m'entendez, tout va bien. Alors, le choix des textes, c'est forcément, vu que les lectures sont courtes, c'est des lectures qui Mmh. font de 2 minutes 30, 3 minutes à 4, 5 minutes maximum. C'est des textes qui vont droit au cœur. C'est-à-dire, ça peut pas être. Alors, j'ai rien contre Balzac, je vais citer Balzac, mais un extrait de Balzac où l'auteur met 3 pages à décrire une porte, et puis après, le personnage va ouvrir la porte pour rentrer, etc. Donc, il peut pas y avoir ça ne peut pas ergoter, blablater, il faut aller droit au but, droit au cœur. Donc ça doit être des textes d'une certaine densité littéraire. A priori, ce qui me semble généralement le plus adapté, c'est la poésie, Mmh. puisque la poésie est dans cette veine un petit peu essentielle, d'aller à l'essentiel, de parler pas que au cœur, mais au corps. Elle s'adresse à quelque chose de peut-être parfois plus organique, plus profond. Elle peut être aussi dans de la musicalité du son
et de la sensorialité aussi. C'est ça aussi qu'on cherche, c'est des lectures qui déjà à l'oreille, quand on les lit, des textes, produisent une musique qui est agréable. Donc déjà agréable à lire pour le comédien, donc ça c'est un bon prérequis. Il faut donc un des meilleurs moyens de tester l'efficacité, la pertinence d'un texte, c'est tout simplement de le mettre en voix, on l'essaye, on le lit. Et voilà, est-ce que nous, lecteurs, est-ce qu'il déjà il est intéressant, agréable à lire, à mettre en bouche? Parfois il y a des textes qui passent pas, qui sont abrupts ou qui sont mal traduits. Et donc déjà si c'est pas agréable pour le lecteur, c'est pas bon. Mhm. Donc ça, il y a ce premier test, on va dire, ce premier cap qu'il faut passer, tester, voilà, est-ce qu'il y a du plaisir en bouche, est-ce qu'il y a de la musicalité, est-ce qu'on peut jouer avec le son des mots, est-ce qu'il y a du rythme dedans, etc. S'il y en a, bah, il y aura matière à jouer entre guillemets pour le lecteur ou la lectrice. Euh, voilà. Et puis surtout, qu'est-ce que ça provoque quand je lis le Mhm. texte en moi? Est-ce que ça me fait quelque chose? Est-ce que ça me déplace? Est-ce que ça me touche? Est-ce que ça m'évade? Est-ce que ça ouvre une petite fenêtre qui, hop, pendant quelques secondes, m'a permis d'être dans un autre espace, dans un autre temps? Euh, alors ça, il faut l'analyser sur soi, mais aussi une des bonnes manières d'analyser ça, c'est de lire le texte à d'autres et de voir quel effet, quel potentiel ce texte peut avoir sur d'autres personnes quand on leur en fait la lecture en fait. Donc la meilleure manière d'éprouver ça, c'est donc de le lire soi et de le lire à d'autres et d'analyser voilà comment ça réagit, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça déplace, est-ce que ça fait du bien, est-ce que ça pacifie, est-ce que ça dynamise au contraire. Chaque texte a des énergies différentes en fait. C'est un petit peu ça en fait. L'idée c'est qu'il y a des textes qui vont vous faire sourire, il y a des textes qui vont Mhm. vous plonger dans une pensée un petit peu planante comme ça, qui vont Mhm. vous entraîner vers une réflexion un peu presque contemplative. Il y a des textes qui vont vous toucher, qui vont vous émouvoir. Et justement, il faut doser avec ça. C'est-à-dire que typiquement, on s'est dit, bah, on a un peu mis de côté des textes qui pouvaient être trop émotionnants, qui allaient peut-être faire un déplacement émotionnel trop fort chez la personne, parce qu'on ne sait pas finalement, comme je le disais tout à l'heure, qui est derrière, à l'autre bout du fil. On ne sait pas. On ne sait pas dans quel état la personne va recevoir ce texte. Donc on a le devoir, entre guillemets, d'une certaine prudence, d'une certaine bienveillance. Donc en fait, si je donne un petit peu aussi mes recettes de cuisine littéraire, il faut savoir que ce projet, il est très fortement inspiré d'un spectacle que j'ai créé en 2009 qui s'appelle l'Institut de beauté littéraire, qui est produit par la compagnie Home Théâtre. Et ce spectacle, en fait, ce sont des lectures pour une personne à la fois. Dans l'espace d'une petite cabine d'un institut de beauté, en fait. C'est un peu comme Vénus Beauté, le film de Tony Marshall, si vous l'avez vu. Donc, on a des comédiens, des comédiennes qui sont en blouse, rose, etc. Ça évoque un petit peu, au niveau décoration, un salon de beauté un peu rétro, années 60. Et donc les personnes, il y a une petite salle d'attente, il y a des casques séchoirs où on peut mettre sa tête et on entend des poèmes qui sont diffusés dans des petits haut-parleurs qui sont fixés dans les casques séchoirs. Et puis on est reçu par un comédien esthéticien ou une comédienne esthéticienne. Et à l'intérieur de cette petite cabine, on vous lit rien que pour vous un texte, un poème qui va vous faire du bien, etc. Donc c'est exactement la même chose, si ce n'est que c'est pas au téléphone. Et donc pendant 10 ans, on a pu tester comme ça ces lectures en proximité, mais vraiment qui vont questionner l'intime. On sait presque du bouche à oreille. La personne est Mhm. assise devant une table avec plein de petites babioles, de décorations, d'objets, de bibelots qui sont assez kitsch. Et puis le comédien et la comédienne est juste à côté, assis à 30 centimètres. Donc c'est quasiment du bouche à oreille. Et on a pu tester donc pendant 10 ans justement le potentiel de texte en disant voilà, bah tiens, et pendant 10 ans j'ai testé des dizaines de textes. Et donc en gros, bah, ce projet il rassemble le top 20 des textes qui ont Bibliophile rassemble les textes qui ont le mieux fonctionné. J'ai pris aucun risque en fait. J'ai pas voulu prendre de risque parce que je pouvais pas me permettre de prendre de risques. Euh, Puisqu'on ne sait pas, à la différence de l'Institut Beauté littéraire, où on voit la réaction de la personne, on voit comment elle reçoit le Mhm. texte, on voit si Ouais. peut-être parfois, il nous est même arrivé dans l'Institut de nous dédire et de se dire non, on ne va pas lire ce texte pour cette personne parce qu'elle n'est pas en état de recevoir ce texte. On sentait qu'elle était peut-être trop abattue, trop apathique ou Mhm. peut-être même dépressive. Et certains textes pouvaient peut-être remuer un peu trop profondément la personne. Donc il nous est arrivé, c'est même un truc entre nous, de même
de tromper la personne. Il allait lui faire croire que le texte qu'elle avait choisi, on allait le Mhm. lui lire, mais ce n'était pas le bon. Et on lui lisait autre chose parce qu'on se dit non, cette personne, ça va trop la remuer, donc il faut choisir autre chose. Là, je vous donne vraiment les tours de main de la boutique de l'Institut de beauté littéraire. Et donc voilà, donc tout ça pour dire que Bibliophile, c'est un condensé c'est un succès d'année, le best-of de tous les textes qu'on a utilisés dans l'Institut de beauté littéraire, dont on sait qu'ils font vraiment du bien, qu'ils sont apaisants pour les personnes, que ça leur fait du bien, quoi. Et c'est aussi ça qui explique le succès du projet, les retours qu'on a du public, qui sont vraiment hyper enthousiastes. Les gens, on reçoit des mots qui sont très touchants, qui sont très forts. En fait, tout ce qui s'exprime, voilà, ils ont vraiment, ça confirme la pertinence des choix et voilà, la qualité de la lecture et de l'échange qui est offert par les comédiens et les comédiennes au bout du film. Merci Julien. Ce que vous dites met effectivement en avant que ce projet finalement c'est l'aboutissement d'années d'expérience à jouer entre l'écrit et l'oral. Et c'est ce Mm. que vous nous disiez tout à l'heure, votre expérience de l'écrit commence par l'oralité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Et j'en profite pour inviter nos internautes à ne surtout pas hésiter à poser leurs questions également dans les commentaires du live. Nous les prendrons et je ne manquerai pas aussi de lire à Julien les commentaires enthousiastes au sujet de Bibliophile. Ok, Mais merci. oui, si vous avez quelque chose à nous dire sur ce lien entre écrit et oral, votre expérience et Ouais. comment vous en êtes venu à créer ces ponts. Eh ben en fait, c'est oui, de l'oral à l'écrit, de l'écrit à l'oral. Pour moi, il y a quelque chose qui est forcément en lien. Et dans mon parcours professionnel, je suis d'abord comédien. Je me suis formé à ce métier. Dès l'âge de 18 ans, j'ai fait un bac à trois théâtres. J'ai fait une formation universitaire à Aix-Marseille sur les métiers du théâtre. C'est de là que j'ai créé une première compagnie. Donc, mes premières compétences, elles sont associées au métier du spectacle vivant, à la scène, et donc au dire, porter et dire un texte sur scène. Et donc pendant, je dirais, de 95 à 2008, vous allez peut-être m'aider, ça fait 13 ans. Pendant 13 ans, j'ai mis en voix, j'ai voisé, même j'aime bien ce verbe, qui je sais pas, je crois pas qu'il existe. Donc j'ai voisé donc des quantités, des quantités, des quantités de textes qui n'étaient pas les miens, hein, des textes d'auteurs, d'auteurs anciens, d'auteurs modernes, d'auteurs contemporains, euh, des quantités de langues, des quantités d'écriture. J'ai testé plein de choses, plein de formats. J'ai lu des nouvelles, j'ai lu des romans, j'ai lu de la poésie, j'ai du théâtre. Bon. Et il me semble, mais je peux peut-être me tromper, que à force de faire ça, enfin, c'est ce qui s'est produit pour moi, on vient naturellement à l'écriture. Et c'est à force de mettre quantité de langue dans sa propre langue, on, on- on vient à s'interroger sur sa langue. Il y a peut-être une naissance, un, un appel à l'écriture en fait. C'est venu comme ça. C'est-à-dire que progressivement, je me dis, mais en fait, il y a tellement d'auteurs. Ça, j'ai une affinité très forte avec cet auteur. J'adore dire cet auteur, etc. Quand je lis ce poème, j'ai un plaisir inouï à le dire, etc. Et pourquoi j'ai ce plaisir donc forcément, ça m'interroge. On s'interroge sur, tiens, pourquoi j'ai ces affinités littéraires ou poétiques avec tel auteur? Pourquoi j'aime pas lire tel auteur aussi? Les rejets, c'est comme en nourriture, hein. Il y a on n'aime pas l'abricot, on aime le brocoli. Enfin, c'est un peu la même chose. Et on finit par développer son goût en fait, son goût des mots, son goût de la lecture, de la littérature. On creuse ça, et en creusant ça, on finit par chercher sa propre langue. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc à partir de 2008, j'ai écrit un premier recueil de poésie, et ce recueil d'ailleurs parlait de ça. Il s'appelait Prosodie, il est paru chez Numirtide, qui est un éditeur lillois, et il parlait de comment je suis venu à l'écriture, à force de mettre en voix quantité, quantité, quantité comme un... Et puis en plus, je parle de mettre en voix parce que c'est très, euh, lire, c'est très articulatoire, c'est très organique aussi. On met en bouche, on mâche. Il y a Charles Dulin dans un texte que j'utilise souvent parce que je suis aussi formateur pour la lecture à voix haute. Il dit tu dois mâcher le texte comme une viande coriace, afin qu'il sorte de ta bouche comme une viande plus tendre, etc. Donc ça dit très bien ce que c'est aussi ce travail articulatoire. Le texte, quand on le prend comme ça, quand il est brut, on le met en bouche. Et au début, bah, c'est un peu heurté, c'est pas toujours évident, c'est pas forcément fluide. Donc il faut le dire, il faut le redire, il faut le redire, faut chercher la viande des mots jusqu'à l'attendrir en fait. Et c'est exactement ça jusqu'à ce que ça devienne du beurre en bouche et que ça soit, voilà, que ça soit lisse,
lisse, que ce soit fluide, que ce soit agréable pour la personne qui oralise et pour la personne qui entend, surtout qui va réceptionner, recevoir les mots. Et, euh, et donc voilà, c'est un petit peu ça, ce cheminement de l'oral à l'écrit. Euh, et puis de l'écrit, on va aussi à l'oral parce que ce que j'écris est forcément orienté avec mon expérience. Je cherche à écrire nécessairement des choses qui ont du son, qui contiennent du son, qui contiennent. J'essaie d'imbriquer, d'enchasser le son et le sens. Là je fais une citation un peu indirecte à Jacques Rebotier, pardon, qui est un poète que j'aime énormément. Et alors, on n'écrit pas du tout la même chose, c'est pas du tout dans la même veine, mais j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'écrit Jacques Rebotier. Et dans une de ses citations, il dit le son chassant le sens naissant du son. Et je trouve ça très chouette de se dire qu'effectivement, parfois, on est dans cette recherche de tiens, c'est quoi le son de ce texte? On est comme un garagiste, on soulève le moteur le capot de la voiture, on met les mains dans le moteur, on dit, Mhm. ouais, comment ça marche ce truc? Ça tourne comment? C'est quoi ce rythme? On essaye, on cherche, etc. Puis ça commence à se sonoriser en bouche. Et naturellement, le sens, il arrive tout de suite après. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de faire une lecture directement intelligible du texte en disant ça parle de quoi, je vais vous faire une lecture Mhm. très intellectuelle ou très intelligible, et puis je vais vous dire, moi, ce que j'ai compris et ce qu'il faut comprendre du texte. Je pense que mon expérience de lecteur vraiment me donne à penser que une lecture plus juste, c'est une lecture où le lecteur il est un peu en retrait du texte. Il ne dit pas à la place de l'auditeur, je vais vous dire ce qu'il faut comprendre. Alléluia. C'est pas la messe. Voilà, on n'est pas là pour avoir une lecture condescendante comme ça du texte en disant voilà. Au contraire, je pense qu'il faut faire vraiment œuvre d'humilité face à un texte. Un auteur l'a pensé, un auteur l'a écrit, il a réfléchi, il a pesé chaque mot. Donc je pense que notre boulot, c'est pas de réécrire le texte. Parce qu'en Mhm. ayant une lecture trop interprétative, on va pouvoir orienter très fortement le sens du texte. Alors je pense qu'il faut plutôt se mettre vraiment en retrait, se dire qu'est-ce que je pourrais faire pour servir le mieux possible le texte. Et la meilleure façon de servir un texte, c'est de se dire ok, je vais essayer de bien le mettre en bouche, de l'articuler, travailler la percussion des consonnes, le vibrato des voyelles, le rythme, les silences, comment ça respire, comment ça s'amplifie. Et si je fais déjà ce travail-là, j'ai fait 90% du boulot. Et c'est toujours Charles Dulin qui dit le sens, bah, il va venir tout seul. C'est comme l'assaisonnement pour revenir au steak. C'est voilà, on fait cuire notre viande, on l'a bien articulée en bouche, etc. Puis elle devient parfaite, c'est du beurre, etc. Il n'y a plus qu'à mettre un coup de poivre et un coup de sel. Et c'est le sel du sens. Et le sens, il vient tout seul. Voilà. On a fait le plus gros du boulot. Merci beaucoup pour cette explication très belle où vous nous expliquez finalement l'expérience très très sensorielle pour le lecteur comme pour la personne qui reçoit ce texte. Si vous voulez bien, Julien, je vais vous lire quelques-uns des commentaires Ouais. qu'on a reçus qui sont très enthousiastes. Abdeslam qui vous dit des textes et des poèmes qui font énormément de bien au lecteur aussi. Merci Julien Bussy pour cette belle initiative. Le temps d'un confinement pour le plus grand plaisir de tous. On a beaucoup de personnes aussi qui découvrent l'initiative et qui s'en réjouissent. Très beau projet de Sophie. Je pense offrir une lecture à une personne âgée qui n'a plus les yeux pour lire. Mhm. Delia qui vous dit en voilà une idée tout bonnement fabuleuse. Merci de l'inspiration et des idées cadeaux. J'ai alors une question technique de Delia qui vous demande, qui dit j'ai manqué le début. Est-ce que vous travaillez aussi en Belgique à tout hasard? Alors, parmi les lecteurs, on a quelques lecteurs qui sont en capacité de faire des lectures en Belgique. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le formulaire pour faire votre lecture. Au moment où vous choisirez, vous rentrerez le numéro de téléphone, il y a un petit menu déroulant où vous pouvez mettre l'indicatif pays, donc vous choisirez Belgique. Et puis dans la partie où vous mettez votre prénom, vous mettrez ou la personne, vous mettrez que c'est un appel en Belgique. Et après, nous, on le réorientera si besoin à une personne qui est en capacité d'appeler en Belgique. Parce que c'est vrai qu'on a vérifié que tout le monde n'avait pas forcément les appels intégrés en Belgique dans nos forfaits téléphoniques. Pour information, une des lectrices, Maggie Leoncelli, est donc belge, à Tournai. Et mon petit doigt me dit que une opération strictement similaire est en train de se monter en Belgique avec un certain nombre de personnes qui vont l'organiser, la relayer. Et je pense que Maggie y sera associée. Donc très prochainement en Belgique, d'ici je pense
quelques jours ou peut-être 1 ou 2 semaines, je sais pas. Je suis en relation avec eux et je les aide, enfin, du mieux que je peux parce que je suis un peu débordé. Mais voilà, on a été en fait pas mal sollicité par d'autres initiatives Mhm. équivalentes en France, notamment de médiathèques. Donc on est Ouais, content parce que nous, le projet va s'arrêter à la fin du confinement, mais on sait déjà qu'il y a pas mal de médiathèques qui sont en train de mettre en place la chose. Il y en a plein à Douai, à Nemours, dans la région du Nord. Il y a Lone Plage qui s'est lancé avec Douai. Euh, il y a Rouen qui nous a. Non, c'est Saint-Étienne qui m'a contacté. Il y a Rouen qui fait déjà ça, le réseau des médiathèques de Rouen. Donc moi j'ai entrepris de commencer à faire un recensement en fait de toutes les initiatives équivalentes. Donc à la fin du projet, on publiera sur notre page Facebook un condensé, enfin un résumé de tout ce qui existe et tout ce qui perdurera en fait à l'issue du confinement, puisque nous on n'a pas la capacité de poursuivre cette opération, voilà, à moins de trouver une économie, des subventions, etc. Pour moi, si ça devait perdurer, mhm. il serait indispensable que les comédiens dont c'est le métier et qui sont payés pour ce travail continuent à le faire en étant rémunérés. Donc là, nécessairement, leurs activités vont reprendre à la fin du confinement. Le projet ne peut plus, en l'état, se poursuivre. Donc voilà, c'était Dalia, hein, c'est ça, la C'était bien, personne? oui, qui demandait Voilà. Donc pour pour la Dalia, oui, contactez-nous, puis oui, on trouvera une solution pour vous appeler en Belgique. Alors peut-être un autre témoignage d'une médiathèque, justement, Anne-Cécile Bonan qui vous dit: «L'Institut de beauté littéraire est passé dans notre médiathèque, ça fonctionne très bien, c'est très chouette». Merci. Et peut-être une autre question, Julien, de la part de Stéphane qui vous dit, attendez, je retrouve, voilà. Bravo pour ce très beau projet. Pensez-vous qu'une lecture à distance puisse donner le goût de la lecture? Dans mon cas, pour une personne âgée isolée en ces temps. Ah, c'est une bonne question, ça. Le goût de la lecture, c'est peut-être ambitieux, mais en tout cas, si, la question, je l'entends comme peut-être une personne qui n'aimerait pas lire. Est-ce que ça pourrait, est-ce que ça pourrait lui donner envie de lire? Peut-être, hein, parce que je pense que notre goût de la lecture, justement, notre amour, notre envie de la lecture, il se fait à la rencontre de personnes. Ça, Daniel Pénac le dit très bien dans Comme un roman, de personnes qui Mhm, sont, qui sont des ambassadeurs, qui sont des personnes qui, ce sont les amoureux des livres et de la lecture qui nous font aimer le livre et la lecture. Ce sont des bibliothécaires, ce sont des instituteurs, ce sont des animateurs, ce sont des comédiens. Enfin, c'est toute la chaîne comme ça des amoureux du livre et de la lecture qui fait que, comme un virus, à un moment donné, on va être touché ou heureusement contaminé de ce doux virus. Mais il faut par contre rencontrer à un moment donné dans son parcours une ou plusieurs de ces personnes pour que ça fasse tilt, effectivement, se dire ah c'est chouette la lecture parce que moi si je prends mon cas personnel, je me rappelle très bien d'une institutrice en CE2 qui nous faisait la lecture tous les soirs avant l'heure des parents d'un extrait de James et la pêche géante de Roald Dahl. Et c'est carrément une Madeleine de Proust littéraire. Et je me demande si cette personne n'a pas agi consciemment ou inconsciemment pour faire la personne que je suis aujourd'hui et cet amoureux inconditionnel des mots et de la lecture. Donc ça veut dire que nécessairement dans notre parcours, il faut qu'il y ait le maximum de personnes, et les bibliothécaires y participent évidemment énormément, euh, alors ça répond pas forcément à la question, mais donc, modestement, je dirais que d'un simple coup de fil, ça ne suffira pas pour qu'une personne qui n'aime pas forcément lire devienne une personne qui aime lire, qui trouve le goût de la lecture, mais ça va lui montrer le chemin. Si elle est vraiment touchée par un texte, qu'elle le reçoit avec profondeur, elle mhm, va peut-être s'interroger, elle va peut-être se dire qu'est-ce qui s'est passé, c'était troublant, etc. Ce qu'on fait, nous, systématiquement, on cite l'intégralité des œuvres qui ont été lues. Les gens nous demandent, je sais très bien pour le vivre moi-même au téléphone, parce que je fais pas seulement coordonner le projet, je fais des lectures aussi au téléphone. Et très souvent, les gens voilà, je sais qu'ils vont chercher un stylo, un papier, ils sont en train de noter lettre à lettre. Le nom de l'auteur et du titre du livre, etc. Parce qu'ils ont, voilà, ils ont vraiment envie d'entendre, enfin de lire la suite, quoi. Donc là, oui, on sait que ça a marché. Alors c'est pas 100% de réussite, hein. C'est pas quelque chose qui est quantifiable. On peut pas se dire bon voilà, à tous les coups on gagne, à tous les coups ça marche. Ça marchera parfois, ça marchera parfois pas. Parfois ça sera une toute petite première amorce
pour amener ce petit titillement qui est de se dire mais qu'est-ce qui m'arrive, c'est quoi, j'ai aimé, et puis peut-être que ça suffira pas, il faudra qu'il y ait une autre personne dans un autre champ social ou culturel qui réactive ce goût de la lecture pour que enfin peut-être quelqu'un se dise bah tiens oui c'est chouette, ou je vais aller dans une bibliothèque, ou je vais ou ça peut être aussi un ami hein, qui peut activer ça, hein. Ça peut être quelqu'un Mhm. qui vous dit bah moi tiens par exemple ça peut être oui on m'a lu un texte au téléphone, c'est quoi, tu connais, oui je connais, c'est super, et puis hop tiens je l'ai, je te le file, et puis hop ça Ouais. là ça va peut-être permettre d'activer vraiment la chose. Alors je sais pas si j'ai répondu à la question, mais plus ou moins. Vous avez donné de belles pistes, en tout cas, de réflexion autour de ce sujet. Peut-être une question un peu plus technique Mhm. pour terminer, Julien. Anne-Cécile qui vous demande comment est-ce que vous travaillez autour de la question des droits d'auteur de ces textes? Est-ce que vous demandez l'autorisation aux éditeurs de lire ces textes? Alors, la plupart du temps, ce sont des textes qui sont du domaine public, donc la question ne Mhm, se pose pas. Alors moi, j'avoue que je ne suis pas juriste et j'ai pas la compétence là-dessus pour apporter une réponse aussi précise et technique en matière de droit d'auteur. La réflexion qu'on s'est fait, c'est de se dire, ben, ce sont des lectures qui se font dans un cadre privé, dans le cadre d'une conversation mhm, téléphonique avec une personne. C'est pas publié, il n'y aura pas de live, il n'y aura pas de mhm. podcast. Je sais que cette question a été soulevée au sein des bibliothèques qui ont fait au début du confinement, ou même qui continuent à faire, des lectures d'albums, des choses comme ça. Ouais. J'ai vu des articles, notamment sur Actualité, qui relayaient ça, les questions que ça soulève. Euh, Dans le cas du live, ça me semble très délicat. Mhm, De lire un texte comme ça qui relève du droit d'auteur, puisque il va toucher une masse, voilà, on peut vraiment dire qu'il sera diffusé dans la sphère publique. Alors je dis ça, je ne suis pas juriste hein, et pas spécialiste du droit d'auteur, mais il me semble que quand on lit un texte pour une personne dans le cadre d'une conversation privée au téléphone, dont on a le numéro de la personne qui l'a donné avec consentement, enfin mhm. on l'a pas obtenu autrement. Il me semble que dans ces cas-là, il n'y a pas a priori, ça ne relève pas forcément du droit d'auteur, dans la mesure où en plus on veille scrupuleusement à ce que les personnes et la communication du projet et les retours du public, Ouais. on demande que les gens ne révèlent pas le nom des auteurs ni des œuvres pour ne pas qu'on puisse nous dire bah, vous utilisez entre guillemets la notoriété de certains auteurs pour promouvoir le projet. Donc euh, et au contraire, je pense que si cette question a été soulevée, je pense qu'on a contribué à vendre des dizaines et des dizaines de livres à l'issue du projet. Mais je peux pas, je m'engage pas plus que ça parce que je suis vraiment pas calé dans cette question-là. Sachant que ce projet, en plus, il s'est fait très rapidement. Il est porté par aucune association ni ONG, etc. Il s'est fait uniquement sur une initiative qui est citoyenne avec voilà, zéro budget. On fait ça dans la joie et la bonne humeur. Mais oui, peut-être que ça mérite, si ça venait à se développer, les lectures téléphonées dans plein de réseaux, plein de médiathèques, etc., il faudrait peut-être creuser de façon plus technique et Mhm. même juridique hein, la question, quoi. Merci beaucoup, Julien. Et merci infiniment surtout d'avoir partagé ce bibliophile avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir mis en place ce très beau projet. Peut-être, Julien, avant que nous nous quittions, est-ce que vous auriez un mot sur lequel nous laisser, une réflexion après ces quelques semaines de lecture au bout du fil? Ouf, bah écoutez, moi je vous souhaite de, oui, de lire, de partager des mots. Et c'est d'ailleurs une des phrases qu'on dit à la fin de nos appels. Euh, on dit, il y a une phrase en gros, on dit en substance, écoutez, si ça vous a plu, on vous invite à faire la même chose. Lisez des Mhm. mots, lisez des textes aux personnes que vous aimez. Voilà, c'est ce qu'on dit à chaque fin d'appel. C'est aussi une manière de dire que Bibliophile ne durera pas forcément et que cet appel à la transmission des mots entre les personnes, euh, c'est aussi une manière de dire, voilà, à un moment donné, nous, on va s'arrêter, mais vous pouvez prendre le relais. Mhm. Vous pouvez continuer à, pourquoi pas, appeler votre grand-mère pour lui lire un super texte que vous lui avez écrit ou que vous avez lu et que vous avez aimé, que vous avez envie de partager. On peut totalement. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'inciter le public à le faire à son tour. Voilà, c'est peut-être là-dessus que j'aimerais finir. Merci beaucoup, Voilà. Julien. Un beau plaidoyer pour
La lecture comme vecteur de lien social, vecteur d'émotion. Et effectivement, peut-être que vous avez lancé avec Bibliophile une initiative qui aura vocation à se répandre à travers les autres citoyens. Je le souhaite.